constater, Madame la mairesse n'est pas là, donc à titre de maire suppléant, je vais présider la séance de ce soir. Donc, je vais lire l'ordre du jour, vous le lisez? Ben, je peux y aller, un coup parti. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, rapport des membres du conseil et du maire suppléant, dépôt des formulaires de déclaration d'intérêt pécuniaire des élus. Monsieur, vous l'avez, c'est complété. Dépôt du rapport des achats par fournisseur totalisant plus de 25 000 $. Résolution contrat études hydrologique, puits du 7014 Royal. Résolution contrat nouveau plan de classification et de conservation. Dépôt du règlement numéro 582-2018 sur les nuisances. Résolution adoption règlement numéro 583-2019 modifiant le règlement 563-2016 catégorie d'immeubles. Résolution adoption règlement numéro 585-2019 rémunération des élus. Résolution priorité locale 2019 sécurité civile. Au point 14, résolution entente intermunicipale intervention d'urgence hors route. Point 15 compte à payer. Point 16 correspondance. Point 17 période de questions. Et point 18 clôture de la séance. Madame Moisan. Oui. Alors, ça prend quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Je propose. Merci. Le point 3, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier dernier. Je propose. OK. Du côté du rapport des inspecteurs en bâtiment, 6 permis ont été délivrés en janvier 2019 pour un coût total des travaux de 104 500 $. On serait rendu au rapport des membres du conseil, Mme Derul. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je voulais vous mentionner, bien que ce n'est pas mon dossier, que j'ai participé à l'heure du compte le 19 janvier. Et c'était original parce que c'est sous forme japonaise, kamishibai. Donc, les personnes, les enfants, on voit les images, mais derrière, la personne qui raconte le conte a toutes les paroles. Je trouvais ça très original, là, et puis je voulais vous en informer que ça existait. Et merci à Lucie Blouin, là, la personne qui a raconté le conte. Le 26 janvier, il y avait la fête Plaisir des Neiges. On a estimé à 300 le nombre de participants à ce bel événement. Alors, je voulais remercier les commanditaires, l'épicerie de campagne pour les s'mores, la ferme Denis et Martin Tivierge pour le sirop d'érable et la maison de John pour la soupe. Merci aux bénévoles, Nancy Dupont, Nancy Letourneau, Carl Bussière, Martin Tivierge, Marie-André de Montigny et Déby Deslauriers. Et aussi un grand merci aux employés de la municipalité, Brigitte Lemelin qui a organisé toute la journée avec Christian Plante, Luc Blouin, Madame Moisan. Et puis il y avait la nouvelle recrue Constance Brossard aussi. Alors, sinon, comme dossier, ce mois-ci, j'ai préparé un sondage qui va être envoyé aux parents des élèves de l'école primaire de Saint-Laurent. Dans le dossier des camps de jour, en fait, on voudrait proposer un point de chute au chalet des loisirs l'été pour réduire le temps de trajet vers le camp Saint-François. Parce que il y a beaucoup d'enfants qui passent leur temps dans le bus plutôt que à la maison ou bien au camp. Et puis, c'est un élément pour lequel les parents retirent leurs enfants du camp Saint-François puis vont le mettre ailleurs parce qu'ils passent trop de temps dans le bus et puis ils arrivent trop tard le soir à la maison pour faire d'autres activités. Donc, nous, on va essayer on a proposé ça comme idée et alors on veut vérifier auprès des parents, voir si c'est une bonne idée. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Monsieur Girard. Oui, c'est moi. Salut tout le monde. J'ai eu dans mes comités pas de rencontre au mois de janvier. Il y a 2 choses, par exemple, que je pourrais vous dire du programme de gestion de matières résiduelles là, sur lequel je suis présent. Premièrement, les ordures, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, à partir du mois de février, c'est le mardi et la récupération le jeudi. Je sais que c'est pas tout le monde qui l'avait vu, même moi, j'avais oublié. Puis à part de ça, pour le PGMR, dans le prochain autour de l'île, je commence tout de suite, en fait, il va y avoir un emploi d'été
Ils appellent ça agent de sensibilisation en matière résiduelle. Fait que j'en profite là, de la séance du conseil pour, si jamais vous connaissez quelqu'un que ça pourrait lui intéresser, de consulter le journal le prochain mois. Et puis, c'est pas mal ça. Merci. Parfait, M. Girard. M. Gosselin? J'ai pas de rapport spécifique. M. Pouliot? Moi, en janvier, François, il y avait une réunion qui était cellulée pour plus mobile, mais ça avait été reporté pour le temps. Alors, en ce qui concerne ce que vous pouvez mettre, on est toujours dans la démarche en ce qui concerne tous les démarches qu'on a fait en ce qui concerne le chauffage d'appoint, puis également la génération. Ça va être un processus. Merci, M. Pouliot. M. Godbout? Bonsoir. Alors, depuis la dernière séance, le 14 janvier, nous avons eu 3 séances du conseil d'administration du club nautique de l'île de Bacchus. Alors, 3 sur une courte période de temps comme ça, je pense que c'est bon signe. On devrait arriver à un accord prochainement. Les pourparlers vont bien. Je pense qu'on travaille avec une certaine efficacité. Alors, on espère que dans pas grand temps, on pourra vous annoncer une bonne nouvelle sur la conclusion d'une heure. Merci, M. Godbout. Il y a aussi le 31 aussi, oui, j'oubliais. Il y avait une activité de l'Association des plus beaux villages du Québec. C'était à la Goéliche. Alors, c'était pour souligner l'arrivée dans le groupe de Saint-François et de Sainte-Rose-du-Nord. Non, c'est pas. C'est Cap-Alec. Cap-Alec? Oui. OK. Alors, c'est donc deux nouvelles municipalités qui se joignent à l'association. Ça en fait 40 au total. Je vous ferai remarquer que sur les 40, à l'île d'Orléans, on en a 5. Pas mal. Donc, 5 des plus beaux villages du Québec sur un itinéraire de 64 km. Je pense qu'on devrait trouver le moyen de faire quelque chose avec ça pour se donner plus de visibilité. Pas nécessairement s'attirer plus de monde, on en a en masse du monde, mais leur offrir des choses plus sur le plan historique, culturel, agro-touristique. Alors, on va travailler là-dessus. Alors, voilà, c'est ça. Merci, M. Godbout. Alors, M. Milot? Oui, donc, sans répéter tout ce que mes collègues ont dit, j'ai aussi participé aux rencontres à titre de membre du Club nautique de Bacchus le 17, le 23, le 29. Donc, même conclusion qui a été présentée par M. Godbout. Le 31, j'étais aussi présent à la rencontre de l'Association des plus beaux villages là, à l'auberge de la Goéliche. On a pu rencontrer aussi le lieutenant-gouverneur du Québec qui était présent. Donc, on a pu faire sa connaissance. Et puis, féliciter les 2 nouveaux villages là, qui sont membres. Donc, c'était très intéressant à ce niveau-là. Je vais me permettre un petit écart là, pour vous parler de ce qui s'en vient dans les prochains jours. On dirait que ça bouge beaucoup au niveau du gouvernement. Le 11 février prochain, il y aura une rencontre avec les maires au niveau auquel j'assisterai, au niveau du ministère de la Culture et des Communications sur le plan de conservation. Donc, on va rencontrer un représentant de la ministre à 19h à Sainte-Pétronille. Donc, je pourrais vous fournir plus d'informations à la prochaine rencontre, mais je pense que c'est important de vous le mentionner que ça aura lieu. Et le mercredi, Madame Moisan va rencontrer le ministère des Transports pour discuter. Ils vont nous présenter un peu le plan d'action pour le pont actuel. Donc, on pourra, là, s'il y a de l'information pertinente, le mettre là, sur le site web ou le nouveau site Facebook de la municipalité, s'il y a des choses pertinentes à vous mentionner qui seraient dignes d'être sues avant le mois prochain. Il y aura dans la semaine du 18 février, la date n'est pas encore fixée, mais Hydro-Québec veut nous rencontre les maires, je serai présent aussi, pour nous parler des câbles sous-marins qui alimentent l'île d'Orléans. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, s'ils sont à remplacer ou autre, mais en tout cas, je pourrais vous en dire plus à ce moment-là.
Donc, plusieurs rencontres assez importantes là, dans les prochains jours. Merci. Merci, M. Milot. Du côté des formulaires de déclaration d'intérêt pécuniaire, comme à chaque année, les élus doivent compléter ce formulaire-là, déclarer leurs intérêts pécuniaires. J'ai reçu, conformément à la loi, tous les documents de tous les élus et j'en ai informé le ministère des Affaires culturelles. Ça fait partie des nouveaux... Culturelles? Pardon, excusez, on parle des affaires culturelles. Les affaires, il est écrit là à part de ça, les affaires municipales. Alors, excusez-moi. Et également, la loi nous oblige à mettre sur le site Internet les rapports des achats par fournisseurs totalisant plus de 25 000 $. Ça sera également au procès-verbal, mais entre autres, nous, c'est le camp Saint-François qui ont eu 25 006 $. Excavation La Fontaine, 1 352 300 $ l'année dernière. La financière Banque nationale pour le bâtiment ici, on est allé en renouvellement. Donc, on leur a repayé 209 494 $. Les assurances municipales telles qu'approuvées au budget coûtent 29 711 $. Le ministère de la Sécurité publique, donc pour la Sûreté du Québec, ça coûte 267 505 en 2018. Morancy Avocat, il y a eu, incluant la poursuite avec le club nautique, la poursuite d'un citoyen contre la municipalité, la cour municipale et d'autres petits mandats qu'on doit donner à chaque année. Pour 2018, ça a coûté 64 018 $. Et en tout dernier lieu, la MRC, pour le journal Autour de l'île, la quote-part, etc. La contribution donc de Saint-Laurent, c'est 237 527 $. Et ce n'est qu'un dépôt à faire sur notre site Internet. Il n'y a aucune résolution ni approbation là-dessus. C'est tous des dépenses qui ont déjà été approuvées. Du côté du contrat pour une étude hydrogéologique du puits du 7014 Royal, c'est que en faisant aussi la rénovation de l'ancien presbytère, que la municipalité a acquis en fin 2016, début 2017, on doit se conformer au règlement sur la qualité de l'eau potable de la loi de la qualité de l'environnement. Et donc, si jamais on veut opérer un commerce de restauration ou quelque autre commerce qui va accueillir un certain nombre de personnes, on doit prouver que les installations septiques sont conformes à la loi. Donc, on doit faire une analyse de la qualité, de la quantité et de la performance du puits. Et c'est la compagnie Aquifer qui a déjà fait pour le terrain des loisirs, pour la somme de 12 500 $ qui fera cette étude-là. Et les fonds vont provenir de la TEC 2014-18 parce que ça fait partie des priorités pour la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Je propose. Merci, M. Godbout. Le point 9, c'est la résolution concernant le contrat pour le plan de classification et de conservation. Alors, la municipalité a l'obligation de tenir un système de classement et de conservation de documents à jour. En ce moment, la dernière mise à jour du système de classement et de conservation, elle, date des années 80. Alors, ça fait près de 40 ans. C'était avant l'avenue des ordinateurs et d'Internet. Donc là, il y a un contrat qui sera octroyé à la compagnie Choc, à l'entreprise Choc et compagnie pour réviser, déployer les outils de gestion documentaire de la municipalité, faire approuver le nouveau plan de classification et le plan de conservation par la Banque des Archives nationales du Québec, traiter les documents pour leur destruction ou leur archivage, préparer les documents pour la numérisation, concevoir, configurer, déployer des solutions de gestion documentaire, faire la formation des employés en gestion numérique de documents et également autoriser la directrice générale à signer le contrat avec Choc et compagnie
pour une somme maximale de 21 240 $. Ça, c'était déjà au budget pour l'année 2019. Alors, quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci. Nous faisons de nouveau le dépôt du règlement 582-2018 sur les nuisances. Il avait déjà été déposé lors de l'avis de motion, disant que le document sur les nuisances allait être révisé, entre autres pour permettre que les amendes soient augmentées. On vous avait dit que ça allait aller jusqu'à 1 000 $ ou 2 000 $. Et il y a un taux maximum qui avait déjà été autorisé. Il s'agit juste que ce règlement-là, ainsi que le règlement sur les résidences de touristes, soit bien arrimé. Et donc, je dois travailler avec l'urbaniste. Le temps a manqué un petit peu dans le temps des fêtes et en janvier dernier. Donc, ça va être fait là, mars et avril pour le règlement, tant sur les nuisances, que je redépose en ce moment, et sur la modification des résidences de tourisme. Je refais l'avis de lui. Merci. La résolution numéro 583-2019 modifiant le règlement, c'est le règlement 583-2019 qui modifie le règlement 563-2016 pour les catégories d'immeubles. Ça, c'était l'article 4.1 de notre règlement d'emprunt. Et c'est de s'assurer que il y a un avis de motion qui a été donné le 14 janvier, puis que c'est par souci d'équité, envers tous les contribuables. Alors, c'est de séparer résidence de touristes, 1 à 4 chambres, ça va être 1 unité plus 0.1 par chambre, ainsi que 5 chambres et plus, ça va devenir 0.15. Alors, c'était la modification concernant et les motels également. Donc, quelqu'un pour approuver ce règlement-là. Vous proposez? Proposer. Ouais, je propose. Oui. L'adoption du règlement 585-2019 sur la rémunération des élus, il y a très peu qui est changé par rapport au salaire, mais par rapport à l'allocation, elle va être augmentée de 10% parce que l'allocation au fédéral devient imposable. Alors, c'est pour compenser le manque à gagner. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Ouais, je propose. Du côté de la SQ a demandé à ce que les priorités locales 2019 soient révisées. Du côté de la municipalité, le conseil veut reconduire les mêmes priorités et également s'assurer qu'il y aura une promotion de la sécurité qui sera faite auprès de sensibiliser la sécurité à vélo, entre autres auprès des travailleurs saisonniers, notamment les latino-américains, et sensibiliser également les gens à utiliser le trottoir et non pas à faire du vélo, à courir ou marcher là, sur le bord, sur la chaussée, mais bien sur le trottoir. Ça, ce serait les nouvelles priorités. Du côté de ce qui avait été demandé pour 2017-18, c'était de surveiller la vitesse à l'entrée du village et au cœur du village, faire des opérations relatives aux traverses pétonnières, faire des opérations relatives au règlement sur les autobus scolaires et faire la promotion du partage de la route. Il y avait également une demande spéciale d'obtenir un défibrillateur dans chaque voiture de patrouille. Ça n'a pas été fait encore. Mais il y avait également de procéder à une campagne sur l'importance de verrouiller les portes des résidents garages véhicules, faire de la patrouille préventive dans les rues résidentielles, et également en soirée et en fin de semaine au quai et au parc maritime. Donc ça faisait partie des priorités qui vont être reconduites. Alors, quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci. Le prochain point, c'est pour une autorisation pour signer l'entente intermunicipale d'intervention d'urgence hors route.
C'est attendu que la loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux dans l'intérêt de leur population. Le conseil municipal a déjà pris connaissance de cette entente, alors c'est autorisé la mairesse et la directrice générale à signer l'entente intermunicipale relative aux interventions d'urgence hors route. Pour donner un petit peu d'explication, la MRC a reçu l'année dernière une subvention permettant de se doter d'un véhicule côte à côte pour des interventions hors route. Alors, c'est de signer cette entente-là entre les 6 municipalités de l'île. Quelqu'un pour proposer? Ouais, je propose. Merci. Du côté des comptes à payer, on avait un total de 86 649 $ et 95 sous pour le mois de janvier. Alors, quelqu'un pour proposer Je propose. Merci. Du côté de la correspondance, on est au procès verbal, oui, le 5 novembre dernier, le conseil municipal avait fait une résolution pour demander au MTQ de régler d'ici le 31 décembre 2018 les ententes monétaires avec les propriétaires concernés par la présence d'un émissaire sur leur terrain, sur leur propriété. En janvier, à la fin janvier, le ministère a répondu qu'il vise l'été 2019 pour finir de régler tous ces dossiers-là. Lettre très laconique, sans plus de détails dedans. Il y a également la MMQ qui nous a envoyé une lettre informant que nous recevrons un chèque de ristourne cette année de 1 843 $. On reçoit un chèque à chaque année depuis qu'on est membre admissible et le total qu'on a reçu jusqu'à maintenant, c'est 21 539 $. La MMQ, c'est la mutuelle des municipalités du Québec et c'est elle qui s'assure de trouver les assureurs, le meilleur assureur possible pour les municipalités. En ce moment, on est avec, toutes les municipalités sont avec Groupe Ultima, donc c'est la force du nombre. On serait rendu à la période de questions. Monsieur Milot. Oui, alors est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les sujets qui ont été présentés ou autres sujets particuliers? Madame Delisle? Je voulais vérifier. Je ne sais pas comment le baisser. En tout cas, à l'automne, je pense, quand le traversier était venu, il devait y avoir un rapport d'évaluation. Je ne sais pas si vous l'avez eu ou pas. Oui. Puis ça donne quoi comme, en fait, comme résultat? Ça s'est très bien déroulé. Ils sont satisfaits de l'opération. Il y a certains équipements qui nous ont souligné qui manquaient. Ces équipements-là, le conseil est en voie de regarder là, ce qui va être demandé. Mais encore une fois, ça, c'est quelque chose qui relève de la MRC, les achats de ces équipements-là, parce que ça doit desservir les 6 municipalités. Ils nous ont mentionné également, suite à ça, qu'ils allaient faire des pratiques avec plus de fréquence, parce que c'était la première fois depuis que Christian et moi sommes en place ici qu'une telle pratique avait lieu, à part des fois où est-ce que comme la fin de semaine dernière, où est-ce qu'il y a eu l'approvisionnement de l'île aux grues, mais ça, c'est pas des pratiques, c'était pour voir si les équipements fonctionnaient. Et, est-ce qu'ils vont faire des pratiques l'hiver? Ils vont continuer à faire des pratiques l'hiver, oui. OK. Puis finalement, pour la durée, c'était quoi? Ben, la durée, là... Oh, ça a pris environ 3-4 heures. Là. Le temps que le bateau vienne de Québec, ça a pris environ 1 heure, 1 heure et demie. C'est l'accostage qui est un petit peu plus difficile. Là. Monsieur Milot, était là également. Il y avait beaucoup de courant, il y avait beaucoup de glace. Alors, ça veut dire 4 heures par trajet, là, par aller-retour? Ou 4 heures pour se rendre? C'est seulement pour 1 heure. C'est à peu près 1 heure pour se rendre de Québec.
Puis c'était Lola Mergouin qui était venu, donc un des 2 traversiers traditionnels là, de la Québec-Lévis. 1 heure pour venir, puis après ça, pour accoster, il y avait au moment du test, il y avait des vents forts là, qui venaient de l'est vers l'ouest, et puis le Lola Mergouin est un bateau de faible puissance, qui est pas muni de propulseur d'étrave, c'est-à-dire qu'il est pas en mesure de se déplacer latéralement. Donc, son derrière est constamment chassé par les vagues puis le vent. Donc, il y a eu un petit peu de difficulté là, à se positionner. Il y a eu plusieurs reprises là, avant de réussir, mais ça fait partie des pratiques là, pour la prochaine fois. Mais au terme, là, le bateau est amarré correctement. Non, en fait, ce que je voulais surtout vérifier, c'est finalement leur évaluation, ça prenait combien de temps pour un trajet? Ben, ils partent de Québec, arrivent à Lille, ils retournent. C'est 1 heure. Ben non, ça fait pas 1 heure, là. 1 heure pour se rendre ici. Donc 2 heures à Ça fait 3 heures. Mais ça dépend des besoins, là, parce que... Non, mais supposons, on parle, mettons, de mesures d'urgence. Je veux juste savoir, il ferait un trajet aller-retour en combien de temps, finalement? Ça dépend combien de temps qui est amarré, mais le Ben, trajet... mettons minimum. Là. En mobilité, là, si on veut, là, c'est minimum 2 heures. Aller, retour. 3 heures. 3 heures, le temps de charger. Ok, Non. c'est juste pour Moi, ce que je dis, c'est en mouvement. En Ok. mouvement, 2 heures. À peu près 3 heures, dans le fond, pour un trajet aller-retour minimum. C'est Ça juste pour va avoir une idée de, finalement, combien de trajets ils pourraient faire dans une journée. Ce qu'on a su également, c'est qu'on ne sait pas en cas de mesure d'urgence, on ne sait pas quel navire viendrait ici, parce que ça dépend quel navire serait disponible. De ce temps-ci, il n'y en a pas beaucoup Il y en a pas disponibles, je beaucoup de pense. sensés. Je pense que de ce temps-ci, là, on resterait longtemps à Lille. OK. Ouais, c'est ça. J'avais une autre question concernant le club nautique. Vous avez dit que ça se passait bien. Est-ce que ça veut dire que tous les recours juridiques et autres, c'est terminé ou il y a encore des choses en suspens? Pour l'instant, Parce qu'il y avait déjà quand même 45 000 à peu près il y a d'investis. une ordonnance de sauvegarde. Ouais, ça, OK. Qui nous demande de travailler selon les dates patentes qui existent depuis longtemps. C'est ce qu'on fait. Mais on est en train de travailler à des solutions qui feraient l'affaire de tout le monde. Que le club soit respecté, que la municipalité aussi soit respectée dans ses droits. Alors, on est là-dessus, on n'est pas loin de quelque chose. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on travaille très bien. Les 2 membres du club, il y a M. Pierre Waters, il y a Michel Bergeron aussi. Là. Et avec ces personnes-là, on s'entend très bien. On est vraiment à la recherche d'une solution. C'est pas de la chicane. OK. Alors, il y avait aussi... Ce qu'on veut éviter, c'est de retourner devant le tribunal. Ouais. Il y avait aussi, si je me rappelle bien, là, sans entrer dans les détails, mais un citoyen qui avait fait un recours contre la municipalité. Est-ce que ça, c'est encore en cours? Excusez en arrière, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on n'entend pas bien la question. Ouais, il y avait aussi un citoyen qui avait fait, je dis recours, en tout cas, j'ai peut-être pas le terme exact, là, contre la municipalité, en lien toujours avec la marina. Est-ce que ça, c'est réglé ou c'est aussi en suspens? En date d'aujourd'hui, là, ça doit toujours aller en cours. OK. Donc, ça se peut que de ce côté-là, il y a encore des démarches. C'est OK. possible. OK. Là, je ne veux pas enlever la place si quelqu'un d'autre a une question. Sinon, j'en ai une autre. Quand vous avez adopté l'autre jour, le mois dernier, dans le fond, la politique contre le harcèlement, après ça, je suis allée à la réunion de la MRC et Mme Deslauriers a mentionné que s'il y avait une plainte, tous les membres du conseil seraient informés. Selon ce que... OK, il y a une erreur. Oui. OK. Je m'interrogeais juste concernant la confidentialité des plaintes. Donc, c'est qui serait informé finalement? Ça vient à moi. OK. Et si jamais il y a quelque chose qui, mettons que ça me concernait, Ouais, ça va irait à la mairesse. OK, ça répond à ma question. Une autre chose, c'est le fameux... vous aviez parlé d'un règlement qui concernait les résidences de tourisme. J'avais posé la question pourquoi vous aviez déterminé la distance de 500 mètres entre 2 résidences. Vous m'aviez répondu que c'était une question de bruit. Sur le coup, mais après coup, là, je me disais, mais ça règle absolument rien. Parce que même si 2 résidences de tourisme sont à 500 mètres l'une de l'autre, le problème, c'était pas entre les résidences de tourisme, mais c'était les voisins des résidences de tourisme. Fait que je comprends pas pourquoi vous adoptez ce règlement-là, finalement. Je vois pas ce que ça vient régler comme problème. C'est pas que ça vient régler, on pense que ça va venir atténuer
Mais ça atténuera pas le bruit pour les voisins, là. Pas pour les voisins immédiats, vous avez tout à fait raison. S'il y a un problème avec une résidence, puis c'est le voisin immédiat qui va en subir les conséquences, mais c'est pour une question de densité aussi dans toute la municipalité, de dire, ben s'il y a des résidences de touristes, évidemment, c'est tout de suite en partant plus sujet à avoir du bruit. C'est des gens qui sont là court terme, c'est des gens qui sont là pour faire des activités festives et autres. Donc, en mettant une distance de 500 mètres, ben ce que ça fait, c'est que à défaut de protéger, parce que c'est le but du 500 mètres, c'est pas le voisin immédiat, c'est la question d'avoir un nombre de résidences qui soit quand même circonscrit ou limité pour éviter qu'il y en ait, par exemple, 12 en ligne, une à côté de l'autre, dans une certaine distance. Mais vous avez raison, pour la question du citoyen, là, l'élément dans le règlement, c'est davantage au niveau du dommage punitif, l'amende qui s'en va au propriétaire. Très différent. Auparavant, ça allait à l'occupant. L'occupant, il est de passage. Ouais, ça, je comprends. Moi, j'en étais plus à la distance entre les résidences de touristes. Je voyais pas trop ce que ça venait changer, dans le fond, parce qu'en plus, vous étiez pas vraiment capable de me dire ce que ça impliquait pour la localisation de résidences futures. C'est une des raisons pourquoi là, le dépôt a été fait, mais le projet est pas encore adopté, là. Okay. Je dois travailler avec l'urbaniste dans les prochaines semaines et soumettre une nouvelle ébauche au conseil municipal parce que l'urbaniste, lui, a certaines suggestions à faire pour améliorer le règlement sur les résidences de tourisme. Donc, on va travailler ensemble là-dessus. Puis, probablement au mois de mars, il y aura une nouvelle mouture de ce règlement-là. Ouais. Okay. Pour approbation aux alentours du mois d'avril. Puis, autre question, le presbytère, vous en êtes où? En fait, Madame Moisan va vous parler de la partie administrative. Moi, je vais vous parler de la partie technique, là. Actuellement, pour la question d'accélérer les délais et éviter d'avoir à faire des appels d'offres qui sont assez longs et de notre côté à préparer et puis après ça de partir en appel d'offres, on regarde pour le mode en gérance de construction. Pour ce projet-là, on a déjà le PFT, on a déjà les plans préliminaires qui sont émis. Donc, ça serait cette approche-là pour, évidemment, l'objectif, c'est vraiment de mettre en chantier là assez rapidement là en 2019. Madame Moisan va vous parler plus du côté là administratif pour avec le ministère là, pour favoriser cette approche-là. En fait, le plan triennal qui a été adopté en décembre dernier, dans le plan triennal, on avait une demande au ministère des Affaires municipales pour une partie de la subvention de la TEC. Oui. J'ai fait un suivi. J'ai 2 suivis de fil. Monsieur était en congé. Il revenait le 29 janvier. J'ai pas eu de réponse la semaine dernière. Donc, cette semaine, moi, je vais faire un appel téléphonique pour voir où ça en est rendu dans nos approbations. La grosse difficulté, c'est que si on commence des travaux avant d'avoir les approbations, et puis que eux nous demandent de modifier quelque chose, le financement peut tomber dans ce temps-là. Si jamais ils nous disent non, on n'accepte pas que ce soit la TEC, vous devez passer par un autre programme de subvention, puis que nous, on est déjà avancé dans nos travaux, à part la planification, là, les plans et tout ça, parce que ça, c'est toujours quelque chose qui nous autorise, peu importe le programme. Mais si les travaux sont commencés, à ce moment-là, on risque de perdre les subventions, peu importe. Ça fonctionne toujours comme ça. Ouais. C'est toujours comme ça. Okay. Donc là, je suis en attente après le ministère des Affaires municipales pour tous les dossiers, d'ailleurs, qu'on a mentionnés au plan triennal des immobilisations. Pour revenir à la gestion de projet, là, concrètement, ça veut dire quoi? Vous embaucheriez une firme, un architecte pour gérer le projet? En fait, c'est que si on y va avec l'autre méthode, avec un entrepreneur général, l'entrepreneur général, lui, soumissionne sur des plans et devis. Et à ce moment-là, il donne un prix forfaitaire pour réaliser les travaux et il engage ses sous-traitants. Dans le cas de la gérance de construction, c'est différent. C'est que il y a un gérant qui, lui, s'occupe pour le compte de la municipalité d'aller chercher les sous-traitants, mais à ce moment-là, on travaille plus dans un mode à livre ouvert et on n'a pas nécessairement besoin d'y aller avec des plans et devis aussi étoffés puisqu'on a un lien direct avec les entrepreneurs pour décider des travaux au jour le jour parce qu'il y a quelqu'un sur le chantier qui nous représente pour faire les interventions et non pas un général
qui prend en charge les travaux qui ont été mis en plans et devis. Il y a un risque additionnel parce qu'il y a un certain flou, mais on s'est dit que dans le contexte d'un presbytère, on a 1 ou 2 cloisons à installer, de l'électricité à faire. Le risque était quand même minime par rapport à la nature des travaux. Puis, on y gagne. Le gain, c'est en délai qu'on gagne énormément. Mais le profil, là, ça serait qui? Qui? Ça serait quel profil aurait le gestionnaire de projet? Le gérant de projet? Oui. C'est un gérant de projet. Il y a des entrepreneurs généraux qui font de la gérance. Oui, mais vous avez l'intention de le demander à qui si vous n'allez pas en appel d'offres? Il va falloir aller en appel d'offres. Vous allez en appel d'offres? Oui. Fait que finalement... Non, mais on sauve énormément, là, parce que regardez, sinon, il faut qu'on parte en appel d'offres pour les ingénieurs, pour les architectes. Ils vont faire des plans et devis pendant 3 mois. Après ça, on part en appel d'offres pour un général. Vous voyez, on est rendu au mois de septembre. Mais là, sinon, ça veut dire que vous allez en appel d'offres pour le gérant de projet. Puis après ça, vous allez aller sur invitation? Non, mais pour la plomberie, l'électricité. Le général, là, on peut aller... Parce qu'on a eu des expériences au niveau des égouts avec la gestion de projet. Oui, mais là, c'est pas de la même envergure. Mais... non, mais je parle pas de l'envergure. Je parle des problèmes que ça a pu causer. Oui, mais... peut-être pas pour la municipalité, mais pour les résultats, puis des fois, les citoyens. Bon, bref, c'était juste une parenthèse. On est procédé pour les égouts, on a vraiment procédé, là. Non, je suis d'accord, mais je parle on avait un gérant de projet quand même. Je sais pas comment vous l'appeliez. Mais c'est pas grave, là, c'était un commentaire. Mais pour le presbytère, oui. Ce que je disais, si je comprends bien, vous allez faire un appel d'offres pour avoir le gérant de projet. Le gérant de projet, ça peut être une invitation à soumissionner, là, dans ce cas-là. Pas nécessairement... Mais c'est ça, je voulais savoir comment vous alliez procéder. Une invitation, sur invitation. Mais vous allez inviter quel type de firme? Parce qu'il faut que vous le déterminiez, là. Oui, c'est pour ça que je me demandais si c'était une firme, un architecte, un ingénieur. Qui va gérer ce projet-là? Un gérant de projet, qui n'est pas un nom, mais le type de personne. Je ne veux pas donner de nom, mais ça serait tellement facile d'en donner. Mais je veux juste savoir quel type de personne vous allez embaucher pour gérer ce projet-là. Un général, dans certains cas, là, font de la gérance de projet aussi. Donc, c'est un mode de réalisation. Donc, quelqu'un je ne donnerai pas de nom, là, mais des généraux à l'île d'Orléans là, qui font des projets de construction, on pourrait, par exemple, les inviter à soumissionner pour le faire en mode gérance de projet. Ça serait un exemple. Par contre, je sais que vous pourriez le faire, mais est-ce que c'est ça que vous voulez faire? Finalement, c'est ça ma question. C'est pas discuter à savoir qui qu'on va inviter encore. Okay. Ça nous prend les autorisations également pour procéder de cette manière-là. Vous les avez pas encore, celles du ministère? Non. OK. Ouais. OK, fait que ça se peut que ce soit refusé? C'est ce que vous dites? Ça se pourrait. Mais est-ce que... La demande a été faite. OK. Est-ce que les plans sont élaborés? Les plans, comme je vous ai dit tantôt... Ou c'est très général? En fait, c'est que quand on a fait le PFT, le programme fonctionnel et technique avec la firme d'architecture ABCP, les plans de blocage ont été faits de façon assez détaillée pour être en mesure de savoir exactement où sont les cloisons, où sont divisés. Maintenant, ce qui n'est pas déterminé sur les plans, c'est le type de composition de murs, les coupes de murs, ces genres d'éléments-là, mais qui, dans un contexte plus, on va dire résidentiel, commercial, là, léger, c'est pas d'une complexité là, très élevée. Donc, avec le gérant de projet, l'approche qui serait retenue, ça serait d'y aller directement en chantier, en mise en chantier. Mais je dis pas que c'est complexe, là, mais normalement, avant d'aller en travaux, il faut savoir ce qu'on veut. Oui, c'est pour ça qu'on a le PFT. Le PFT nous donne vraiment les... d'habitude, on a un plan. On l'a dans le PFT. Mais là, vous savez... Les mètres carrés, les divisions, la position des divisions, les toilettes. Actuel ou futur? Futur. C'est parce que quand vous en aviez parlé, c'était pas... Vous aviez dit qu'il y avait quand même des choses qui n'étaient pas déterminées encore. En fait, dans la première on parlait des murs coupe-feu, des trucs, il y avait plein d'affaires, là. C'est tout arrêté au niveau des cages d'escalier coupe-feu, la grandeur des espaces, la position des toilettes, le nombre de toilettes, les espaces de rangement, tout a été déterminé dans le programme fonctionnel et technique. Les plafonds coupe-feu, donc tout le sous-sol, les cages d'escalier, tout a été déterminé à ce niveau-là. Ce qui fait qu'on a un niveau de confiance assez élevé pour partir en réalisation avec
les outils qu'on a actuellement. Ça veut dire que vous avez la réponse quand je questionnais, je sais plus quel mois, là, sur l'espace qui serait réservé pour un espace communautaire, justement. Vous le savez déjà? Ben oui, ça fait partie du rez-de-chaussée. Il n'y a pas de division physique là, écrite sur le papier, mais on a les superficies aménagées. Mais vous avez prévu réserver quel pourcentage, finalement? Oh, je pourrais pas vous dire en pourcentage là, dans le rez-de-chaussée, mais peut-être pas en pourcentage, mais en pieds carrés ou je sais pas quoi. Là. J'ai pas le chiffre là, je peux pas vous dire. Parce que ça, vous allez le préciser avant d'avancer dans le projet? Ben en fait, c'est qu'avec le général, il n'y a pas un impact à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas de cloison avec une porte physique à mettre. On peut pas le faire à cause des considérations là, coupe-feu, des issues de secours. C'est des éléments qui vont se faire dans l'aménagement après que après que le général et ses sous-traitants soient rentrés en chantier. Ce genre d'éléments-là, ça va être de l'aménagement là, de locaux, si on veut. La portion qui va être aménagée pour le communautaire. Mais quand même, il y aura peut-être pas de mur, mais il va y avoir quelque chose. Là. Oui. Mais c'est pas la même question que vous posez. Comment c'est pas la même question? Ben oui. C'est un mur ou qu'est-ce qui se passe dans le mur? Ben en fait, il y a deux questions. Ce que je demandais, c'est est-ce que parce que quand j'avais posé la question, c'était pas clair, puis ça devait être réglé au moment où vous iriez en appel d'offres. C'était quoi l'espace réservé pour une vocation communautaire? Moi, je vais vous répondre. Puis là, j'ai comme l'impression, il y a peut-être quelque chose qui va se faire, mais ça va comme se faire en cours de route. C'est bizarre comme non, c'est pas en cours de route. Moi, je vais vous expliquer la partie que je suis responsable des infrastructures. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Je vais vous présenter la partie qui m'incombe. Moi, je vais m'occuper de livrer un bâtiment pour les usages qu'on nous a demandés. Donc, il va avoir les considérations de mise aux normes. Il va avoir les toilettes, il va avoir des cloisons sèches, il va avoir de la démolition qui va avoir été faite de cloisons là, inutiles. Actuellement, il y a des toilettes au rez-de-chaussée qui sont non utiles. Il va avoir les cages d'escalier, il va avoir une dalle qui va être coulée au sous-sol. Donc, tous ces éléments structuraux-là vont être faits. Moi, c'est ça que je livre. Après ça, la prise de possession des lieux, l'aménagement des locaux, le nombre de bureaux, tout ça, je peux pas vous répondre. Comment va être aménagé l'espace communautaire par rapport à un peut-être éventuel commerce, où vont être disposés les bureaux à l'étage, je peux pas vous répondre. Moi, ce que je vous dis, c'est que je vais livrer à la municipalité un bâtiment avec des cloisons, des divisions, autant au rez-de-chaussée qu'à l'étage, qui répondent aux normes des usages qu'on a demandés, incluant le communautaire. Puis après ça, comment va être aménagé l'endroit, ça va être à voir avec justement la responsable communautaire et mais c'est parce que d'habitude, quand on fait ça, il faut savoir avant que le plombier, l'électricien, il faut avoir une idée pas mal précise de ce qu'on veut, puis où, puis comment, pas après. Non, exactement. C'est pour ça que les usages ont tout été déterminés pour les toilettes, la cuisine à l'arrière, l'électricité, ça va être aux normes standards par rapport aux prises, l'éclairage. Il n'y a rien qui... vous savez, c'est un local qui va être un petit peu multifonctionnel au rez-de-chaussée. Donc, la manière qu'il va être équipé... C'est-à-dire en partie multifonctionnelle, parce que la partie, s'il y a effectivement, puis je sais pas si c'est réglé, s'il y a effectivement un restaurant, là, c'était ce que plusieurs demandaient, ben ça, c'est moins multifonctionnel, là. C'est correct, là, mais on peut pas dire que c'est un espace communautaire, dans le sens où on l'entend. Ce n'est pas communautaire, mais c'est multifonctionnel dans ce sens qu'on ne sait pas le commerce qu'il y avait là. Ça peut être une bonbonnière, ça peut être un commerce de cartes postales, ça peut être n'importe quoi. Alors, nous autres... Ben là, une bonbonnière. Ben non, mais écoutez... Ce serait le fun, là, mais... Ça serait le fun, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas. Donc, on l'équipe de manière à répondre à des besoins principaux, mais après ça, on peut pas aller plus loin. Il va y avoir des services communs auxquels le commerce va devoir s'adapter. Et ça sera ça, là. Quand il va faire les visites, quand les gens vont faire les visites des lieux, ben ça va être cette installation-là, là, parce que comprenez que la première année, ça peut être un commerce, l'année d'après, ça peut être un autre. C'est très volatile, là. Donc, on fait quelque chose d'assez multifonctionnel qui répond aux besoins de la majorité dans le respect des normes actuelles pour accueillir le public. Une des intentions de Mme Deslauriers, d'ailleurs, avant qu'elle parte en voyage, elle avait mentionné que l'intention de refaire un appel d'offres, un appel d'intérêt auprès des gens qui même avaient manifesté l'intérêt et d'autres personnes aussi, là, pour voir si les intérêts avaient changé, fait que c'est quelque chose qui va être à faire parallèlement, là.
OK. Fait que là, si je comprends bien, vous attendez l'autorisation du ministère, puis Oui. après ça, vous allez aller sur invitation pour un gérant de projet. C'est Mais comme ça que vous ça dépend l'appelez? des estimés aussi de l'invitation, du montant de l'invitation. C'est ça. Parce que on n'a pas le droit d'aller sur invitation plus haut que 101 100 $. Sinon, il faut aller sur SEAO. Fait que ça dépend de l'autorisation. Si, pour un entrepreneur, si c'est l'entrepreneur général qui fait la gérance de construction, ben, sans doute que... OK, on mais va j'avais être obligé compris que vous d'aller, vouliez pas sur que ce soit SEAO. l'entrepreneur général qui fasse toute la gestion de Non, ce projet. qu'elle veut dire, c'est que si c'est un général, mais dans ce cas-ci, on vise pour avoir un entrepreneur, un gérant de projet, pardon. Mais qui serait pas un entrepreneur général. Exactement. Ben, il peut l'être, là, c'est son truc, là, mais pour notre mandat, il y aurait le chapeau de gérant de projet. OK. Puis, vous aviez parlé de creuser dans le sous-sol. Ouais. Ça, est-ce que c'est toujours Non. prévu? Non. Parce que j'allais dire, avez-vous demandé l'autorisation du... Non, on Du ne ministère creusera de pas la dans le Culture. sous-sol. Il est environ à 50% sur terre battue actuellement, puis l'autre partie est déjà sur dalle. Donc, il va y avoir davantage... il va être... la terre battue va être égalisée, ça va être rabaissé un peu, mais pas de façon significative, parce qu'à ce moment-là, il faut faire un solage sous le solage, en béton, ce qui était des coûts quand même assez dispendieux. Ouais. Donc, ce qu'on s'est laissé comme porte ouverte, c'est que pour le moment, on le fait propre pour mettre du rangement. Ça sera pas un espace accessible au public, mais rien n'empêchera plus tard, si des argents étaient disponibles, à ce moment-là, de faire quelque chose de plus étoffé ou de faire des locaux si le besoin venait qu'à se faire sentir. OK. Éventuellement, oui. Oui, parce que là, c'est pas haut. OK, si vous alliez plus loin. Oui, tout à fait. On arrange ça ce moment. La décision du conseil, c'est d'arranger ça en bon québécois propre pour et aux normes pour le moment, mais en dépensant un minimum d'argent dans... Ça veut dire que pour le moment, vous allez toucher l'intérieur, là, je parle plus du sol, mais pas l'extérieur du bâtiment. Dans la phase 1, ça a été préparé en 2 phases. La phase 1, c'est les travaux pour permettre l'accès le plus rapidement possible aux usagers. Donc, on parle de travaux d'aménagement, travaux de mise aux normes. Ce qui va rester dans la phase 2, qui est une plus petite phase, c'est les travaux plus dits esthétiques et qui sont dans les priorités 5 ans et plus, je pense. Okay. Donc, ça, c'est des travaux qui sont à faire, mais qui sont pas urgents. Réparation de tablettes de fenêtres, joints de mortier, peinture du toit, ce genre de trucs-là. OK. Ça veut dire que c'est probablement le mois prochain qu'on va savoir si vous avez l'autorisation ou pas du ministère? J'espère. Non, mais Oui. vous On êtes espère. déjà en contact avec Oui, eux, oui, c'est oui, ça oui. pour ça? Oui. OK. On attend notre go. Oups. Dernière. Le micro veut plus. Non, mais moi, je vais encore. Quand vous avez parlé de l'achat d'une génératrice la dernière fois, vous aviez mentionné que ce serait, bon, moi, je suis nulle dans tout ça, là, mais en lien avec le tracteur de la municipalité. Oui. Quand j'ai parlé de ça, je sais plus à qui, en tout cas, il me disait que c'était pas possible parce que le tracteur que vous avez actuellement, pour des raisons de sécurité, il faut que la personne soit dessus pour que, sinon, un peu le principe d'une... Ben, c'est pas ça, là. Mais d'une tondeuse, que quand tu le lâches, ça marche plus. Non. En fait, Ben, probablement... je ce que sais la pas, là. personne, Est-ce que vous avez c'est vérifié tout avec été- Christian? ça a été vérifié, en fait, avec la compagnie de tracteurs et le fabricant. Donc, c'est pas de la vrai que la personne Ben, doit... en fait, ce qui doit vous faire référence, c'est que Je sais pas, là. une génératrice qui il y a une demande électrique dessus, la demande varie évidemment si on allume des lumières ou des choses comme ça, exige plus de couple à la génératrice ou moins. Le tracteur, à ce moment-là, les anciens tracteurs ne s'ajustaient pas automatiquement. Donc, il fallait compenser avec quelqu'un qui allait, en bon québécois, donner plus ou moins de gaz pour que la génératrice... C'était plus ce qu'on me disait, là. Question de sécurité? Le type de tracteur, mais c'est que quand... Oui, ce type Non. de tracteur-là, quand la personne n'est pas dessus, ça fonctionne Ah, pas. t'es pas sur le bel, t'étais où, Gabriel? Merci. Ah, d'accord. Non, on n'a pas ce problème-là. Bon. La génératrice, c'est actuellement une des... On a regardé avec génératrice Drummond, avec John Deere directement. Et en fait... la génératrice.
Non, je comprends, mais je vous dirais que la combinaison fonctionne. Monsieur Plante. Fake news. C'était de génératrice, vous êtes tracteur, j'ai 4 tracteurs, oui, puis ils s'ajustent pas, en tout cas les miens, là. Ils sont pas si vieux que ça, là. J'ai pas de... Faut que tu redonnes du fioul, là, si tu veux que ça... Non, ben il y a un dispositif d'ajustement sur le tracteur par rapport au gaz, puis il y a une Sur le tracteur qu'ils ont là, oui, que vous avez? sur le tracteur, oui, tout à fait. S'il force, il se donne du fioul Il se automatique. donne du gaz automatiquement. Oui, tout à fait. Puis en plus, on a une transmission sur la génératrice qui vient changer la révolution pour maintenir le 1700 Hz. OK. Puis je voulais savoir, parce que Christiane disait que vous allez mettre des chauffages au propane ici avec la génératrice. Pourquoi vous ne mettez pas plus gros puis vous servez du chauffage qui est déjà là, parce que ça va être une dépense de plus? Pourquoi ne pas mettre sa génératrice? Parce que le tracteur est tout petit, OK, il est limité, puis on est allé topper, on a droit à 77 ampères avec ce tracteur-là, et on est allé chercher la génératrice la plus grosse pour le tracteur. Pour le tracteur, OK. Et ici, c'est un bâtiment tout électrique. J'ai fait l'analyse des charges ici, et en allant chercher, là, j'ai mesuré toutes les charges électriques essentielles, donc les ordinateurs à Madame Moisan et ses collègues, l'éclairage essentiel, et là, à ce moment-là, on est déjà à 68 ampères. Okay. Alors, j'ai pas de place pour prendre le chauffage. Ça serait une génératrice beaucoup plus grosse. Notre tracteur pourrait pas prendre ça. C'est sûr que c'est beaucoup plus cher une génératrice stationnaire, là. Ben, le but, Par contre, parler le tracteur, par exemple, si, mettons, ça dure longtemps, ça prend des choses sur le tracteur que s'il surchauffe, qu'il y a n'importe quoi, ça va y prendre des détecteurs pour que le moteur arrête et qu'il n'y ait pas de problème. Oui, non tout plus, à fait. Là. Ça augmente les frais aussi. Ouais. C'est pas mieux d'y aller qu'une stationnaire? Ben, écoutez, c'est deux options qui se valent, puis les gens peuvent en débattre longtemps parce que c'est deux bonnes options. Oh, oui, c'est parce que là, vous perdez le tracteur, puis le tracteur, justement, ben, vu qu'il n'est pas gros, ben, t'es limité, là. Ben, nous autres, ce qu'on s'est dit... Puis c'est parce que je voulais savoir, le poste de pompier, se trouve-tu être desservi? Non, pas avec ça. Le poste de pompier... Parce qu'ils ont-tu quelque chose? Parce que... Ils ont déjà des petites génératrices portatives, puis eux autres, ils fonctionnent au mazout actuellement. Donc, leurs besoins en électricité sont quand même pas majeurs actuellement. Okay. On parle toujours dans une situation d'urgence, là. Oh oui. Les deux options se valent. Nous, l'option qu'on a choisi d'y aller avec une génératrice type dynamo, c'est qu'il n'y a pas d'entretien sur la génératrice en tant que telle. C'est un moteur électrique là, qui est entraîné. Oh. La génératrice stationnaire, c'est qu'il faut faire des arrêts-départ à une fréquence préétablie pour s'assurer, vous savez ce que c'est, la mécanique qui roule pas. Oh oui, il a fait partie de tes antennes. Exactement. Oui, moi, c'est sûr. Mais donc, c'est un équipement assez onéreux qui fonctionnera pratiquement jamais. Non, ça, c'est sûr. Et la génératrice portative, on s'est dit... Qui sait, peut-être qu'on peut l'amener un besoin ailleurs sur la grève ou tu sais, puis elle va être disponible. On va avoir 77 ampères à tout instant. Puis elle est très petite, donc elle se range dans un garage. C'est un petit remorque. Oui. C'est ça. Fait que c'est un choix du point de vue pratique. OK. Fait que c'est mieux que les pompiers restent avec leur petite que de mettre une grosse, mettons, ben là, c'est pas le même prix. Ouais, nous, nous, ce qu'on a fait, là, on a fait l'exercice comme il faut et notre budget assez bien étoffé, il est à peu près à 23-24 000 installé. Là, on parle propane, génératrice, raccordement électrique parce qu'il faut que je transfère des circuits électriques sur un panneau d'urgence. Okay. Donc, tout ça à peu près, mettez 25 000. 25 000, puis il y a 25 000 pour une stationnaire, ça sera pas gros. Ben, c'est parce que si on veut aller chercher la caserne, là, il faut passer un fil aérien et tout ça. Ouais, okay. Là, un électricien nous avait fait un estimé à 50 000 pour commencer. Fait que c'était pas le même prix. Okay. Donc, on a opté pour ça, puis on s'est dit, la caserne d'incendie ont déjà des génératrices d'urgence. Okay. Il y aura moyen de faire quelque chose d'intéressant de ce côté-là, mais indépendant. Parce que le propane augmente-tu le prix des assurances ou... Il y a plusieurs facteurs aussi que tu peux mettre, des fois que ça fait qu'en bout de ligne... Ben, en fait, la génératrice, on l'aurait probablement mis au propane de toute manière pour éviter... d'avoir des problèmes mécaniques d'entretien avec une génératrice au gaz, là, parce que le gaz dans la génératrice... Plutôt au fioul, oui, parce que les grosses domaines, ça doit être au fioul. Exactement. Donc, au propane, elle reste propre. Donc, on aurait été au propane de toute manière. Ah, OK. Parfait. Merci. D'autres questions?
Pas d'autres questions? Donc, je vais ajourner la séance et vous souhaiter un bon mois de février.